y a beaucoup d'argent dans la musique. Depuis plus de 10 ans maintenant, il est l'une des voix les plus marquantes de la musique béninoise. Et le comité de l'église m'a appelé. On vous a vu à la télé, piscine, en bikini, les fesses et tout ça. Vous ne pouvez plus toucher à la batterie. Il a connu le sommet, les controverses, les ruptures professionnelles et personnelles. Je suis même passé par une période où ma team se résumait seulement qu'à moi. Tu doutais encore à cette période-là? Papa était malade, j'avais raté le voyage, le contrat n'a pas marché, j'ai échoué en première année. Tu étais passé en mode attaque. C'était quoi l'histoire? Je lui ai donné 48 heures, je lance un direct où je dis à tout le monde que tu es malhonnête, voleur. Tu as un oncle qui est une star de la musique béninoise. La première personne à qui j'ai fait écouter cette chanson, il a coulé des larmes. Tu as eu, disons, la plus haute distinction qu'on peut avoir dans la musique béninoise. On connaît le type de chanson, le type de musique qu'on va sortir aujourd'hui, qui va marcher au Bénin. C'est pas parce que on n'a pas notre propre musique qu'on ne marche pas. Non. Ils sont tous passés dans le Cotonou Boy Show. Cotonou Boy Show. Depuis plus de 10 ans maintenant, il est l'une des voix les plus marquantes de la musique béninoise. Il vient d'une famille de musiciens. Il fait de la musique depuis son enfance ou depuis son adolescence. Il est auteur de plusieurs classiques. Il a connu le sommet, les controverses, les ruptures professionnelles et personnelles, mais aussi les silences. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble avec franchise sur son parcours. Oyanambe Nasty Nesta, mes amis, m'appelle Daniel Cause I Sleep Where the Lions Eat. Vous êtes sur le Cotonou Boy Show et nous accueillons aujourd'hui le victorieux Nicanor. Hello, Comment Nasty. ça va, frangin? Bien et toi? Bonjour. Ça va. Ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est un gros plaisir. Surtout toujours, que tu donnes pas beaucoup d'interviews, tu parles pas beaucoup, tu es très silencieux, même quand il y a la tempête. Qu'est-ce qui explique ça? Bah, faut dire que j'ai un franc-parler que peut-être beaucoup de personnes n'aiment pas. Donc je préfère parfois garder mon avis. Sinon, s'il faut le donner, il est toujours sincère. Ok, toujours. Donc tu préfères éviter les problèmes et ne pas avoir à trop t'exprimer et laisser ta musique parler pour toi. Ouais, laisser la musique parler surtout. Parce qu'à la base, nous sommes des chanteurs, tu vois. Et puis, je pense que c'est la première mission. Ouais. On en a fait des interviews, beaucoup. Mais parfois, on préfère garder le silence, rester tranquille dans notre coin. Ok. Mais quand il y a des personnes comme toi, de vraies personnes comme toi, qui nous appellent, on répond présent. Merci mon frère, merci, ça fait plaisir. Et comme je le disais, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu es dans les foyers des Béninois et que, entre-temps, tu as même dépassé les frontières du pays. Tu es l'enfant du pays comme on t'appelle. Avant d'être Nicanor, avant d'être l'enfant du pays, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, dans quel contexte familial tu nais déjà? Bon, je suis né dans une famille ordinaire, tu vois, chrétienne à la base. J'ai eu une enfance classique, hein, comme les enfants de ma génération. Voilà. J'ai grandi dans un quartier populaire derrière le siège de Nokwe, à Kendonou, dans le bas-fond. Une famille modeste, église, école, la vie avec les camarades, les amis de quartier, la pêche, les activités comme la pêche, tu vois, aller chercher les crabes, les activités du quartier à l'époque, vendre les crabes, devant le siège de Nokwe, au niveau du carrefour Beko, avant même la construction de l'échangeur de Godomé, on vendait des crabes là. Et puis, en même temps, école surtout. J'ai fait les cours primaires à Kendonou, entre Kendonou et Ménontin, école de base Ménontin Nord. Ensuite, le siège de Nokwe, après le campus. Voilà. Donc, une enfance classique, tu vois, mais beaucoup plus en contact avec la nature. Je pense que c'est ce qui a développé en moi ce côté-là de romantique, de quelqu'un de rêveur, tu vois, un peu. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on était vraiment en contact avec la nature, avec tout ce qui était nature, verdure et tout ça. Donc, je pense que ça m'a un peu... Ça t'a influencé. Influencé mon parcours et puis la personne que je suis devenue. Sociable. Et puis avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai grandi dans un milieu où tout le monde se connaissait. Dans le quartier, tout le monde se connaissait, tous les parents se connaissaient, les enfants pouvaient aller à gauche, à droite et sans aucun problème. C'était vraiment une ambiance,
familial. Et ton rapport avec la musique, est-ce qu'il naît de ton oncle? Parce que tu as un oncle qui est une star de la musique béninoise ou de l'église? Sincèrement, c'est beaucoup plus de l'église. Ok. Beaucoup plus de l'église, mais bien avant l'église, déjà dans le quartier. Comme je t'ai dit, c'était un quartier, d'ailleurs même, ça m'arrive, hein, pour la petite parenthèse, de repartir là-bas. J'y étais, il n'y a pas il y a pas longtemps, hein. Je pense, il y a de cela 2 semaines, j'y Ok. étais encore à 1h du matin, tout le monde dormait dans le quartier. Ok. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé dans le quartier, mais j'y retourne très souvent. Ouais, même avant ça, ça me fait penser à une période, je ne sais pas si tu le fais toujours, chaque année, tu allais faire un show. Exactement, exactement. On avait dans un le quartier. festival. Voilà, pour C'était la parti de là, en fait, communauté, l'histoire, oui. exactement. Et puis qu'on a continué après, mais je pense que beaucoup de gars qui étaient vraiment, qui constituaient vraiment la base, Oui. parce qu'eux, ils étaient encore dans le quartier. Oui. Ils sont partis désormais, et donc le Ok. festival, ça s'est arrêté. Ouais. Sinon, malgré le succès, malgré la carrière professionnelle qui a commencé de mon côté, on essayait de repartir là-bas chaque année, Ouais. comme tu l'as dit, et de faire le show avec, voilà, avec tous ceux qui étaient encore dans le quartier. Donc, pour revenir à ta question, Ouais. la musique déjà dans le quartier, ça a commencé dans le quartier. Avec, il y avait un groupe folklorique dans le quartier. C'était des aînés qui chantaient et qui jouaient au tam-tam. C'était un groupe folklorique du quartier. Et puis nous, on était des enfants, on venait, on assistait. Ensuite, à partir d'un certain âge, j'ai commencé par faire la percussion là-bas, dans le quartier. Il y avait un groupe de Kalita aussi qui était dans le quartier. Et c'est après ça, quand j'ai commencé la classe enfantine à l'église, que petit à petit, j'ai commencé par toucher à tout ce qui est percussion. Parce que moi, j'ai commencé beaucoup plus par la percussion, par tam-tam, ensuite batterie, dans le groupe musical. C'est après, il faut dire que c'est vrai, que mon papa parlait beaucoup de mon grand-oncle. Qui fait de la musique, qui est un membre fondateur du Polyrythmo. Il parlait beaucoup de lui, il jouait beaucoup de sa musique à la maison aussi. Mais j'avais pas un vrai rapport en particulier avec lui, personnel et tout. Il faut dire que j'ai commencé la carrière professionnelle. J'ai commencé ma carrière professionnelle avant de commencer par le côtoyer vraiment. Donc voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses de lui. Et je pense quand même que j'ai été aussi influencé par beaucoup de musique de Polyrythmo. Parce que j'en écoutais beaucoup. Comme j'écoutais aussi du Alevi. Comme j'écoutais aussi. Parce que mon papa, à moi, lui, il écoutait beaucoup de musique traditionnelle. Il achetait des CD de musique traditionnelle, Rischool et tout ça. Et tu parles beaucoup de Rischool quand on te demande tes influences. C'est ce que j'ai écouté. J'ai fait qu'écouter ça. J'ai beaucoup écouté ça. C'est vrai que avec le groupe de rap à l'école et tout, le côté urbain a pris le dessus avec les groupes de rap. CCC, Diamant Noir, voilà, Sabata Boys et tout ça, voilà. Mais à la base, à la maison, c'était les musiques qui me berçaient. Et surtout parce que ma maman aussi était dans la chorale fond. Elle était lead dans la chorale fond. Donc elle répétait à la maison les partitions et tout ça. Et puis voilà, j'ai grandi dans cette ambiance. Et quel était ton rêve quand tu étais jeune? Est-ce que tu rêvais faire de la musique quand tu te projetais? Je pense que les rêves ont évolué avec le temps. À un moment, je ne pensais même pas faire carrière en musique. À un moment, je ne pensais pas faire carrière. Quand j'ai découvert que j'avais vraiment un talent, une certaine prédisposition dans tout ce qui était biologie, chimie, j'étais vraiment focus sur faire de la biochimie. Surtout après le BEPC, après le BEPC, quand je me suis inscrit dans une série D et le bac D, quand je suis allé sur le campus, j'étais beaucoup plus... je suis allé à la FAST après le campus et j'étais beaucoup plus dans une logique de faire de la biochimie parce que j'étais très bon en chimie. Donc j'étais beaucoup plus dans cette logique-là. C'est vrai que déjà je chantais, mais on ne voyait pas encore vraiment le bout du tunnel et tout. C'est quand j'ai eu mon premier contrat de production et qu'il fallait vraiment faire un choix entre les études, entre les cours et puis peut-être donner plus de temps à la musique, que j'ai compris qu'il fallait vraiment faire un choix. Sinon, j'allais être en train de pourchasser 2 lièvres à la fois. Et peut-être que... Donc, j'ai penché beaucoup plus pour la musique. Bon, je pense que j'ai fait un bon choix. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon choix. C'est clair.
C'est clair. Mais ça, tu me permets de faire la transition et d'aller sur le prochain point. Donc, tu es à la fac. Et c'est à ce moment que tu fais la rencontre de Bercher. De Bercher. Ouais, de Bercher Steve qui, à l'époque, partout où il passait, il disait, écoute, j'ai un petit là, il s'appelle Nicanor. Non, il est bon, il parlait que de toi, il était obsédé par toi. Bah, comment est-ce que la rencontre s'est faite? Bercher, on l'écoutait déjà à la radio quand on était au Nokwe, dans notre groupe de rappeurs, de chanteurs et tout ça. C'était le Kweno All Star. On l'écoutait, il était à Univers, Radio Univers, sur le campus. Et il était l'animateur principal d'une émission, l'Urbaine, je pense. Voilà. Et puis, c'était une grande voix de la radio, voilà, quelqu'un qu'on aimerait rencontrer et tout. On a tenté des approches qui n'avaient pas vraiment abouti. Et il faut dire qu'entre-temps, on lui avait envoyé un CD qu'il n'avait pas vraiment écouté. Et qu'il a écouté, Donc, tu étais en groupe? En groupe, ouais. Okay, j'étais avec deux autres gars dans un même groupe. Okay. Et puis, c'était beaucoup plus comme un clan, je dis. Il y avait d'autres groupes, tu vois, un peu. Donc, avec le clan, il y avait quoi, Bourines, Alcène, Bismack, qui encore. Il y avait Fruit Esprit, il y avait Noati, il y avait il y avait des rappeurs du Nokwe, il y avait Joski Pap, il y avait Bouvani, il y avait beaucoup de gars avec qui j'ai fait les bons et on chantait. Et donc nous, avec les gars de mon groupe, on lui a envoyé un CD et qu'il a écouté après. Et il a voulu écouter, il a voulu rencontrer beaucoup plus celui qui chantait dans le groupe, qui était moi. Donc c'est après, on s'est rencontrés une fois sur le campus, moi, une fois après le bac, une fois sur le campus, on s'est rencontrés. Et puis on a discuté, il a voulu qu'on travaille ensemble. Tout est parti de là. Genre première année, 2010, année scolaire, 2010-2011. Et voilà, on a commencé par travailler comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu penses qu'il a vu chez toi ou qu'est-ce qu'il a entendu chez toi avant tout le monde? Parce que je pense qu'il était à la radio, il avait plusieurs artistes qu'il écoutait tous les jours. Qu'est-ce qui a fait que son choix s'est porté sur toi? Je pense qu'on était à une époque où on avait beaucoup d'envie, où on travaillait beaucoup. Il faut dire qu'avec les gars, on travaillait beaucoup. Et c'était une époque où il y avait une grosse explosion dans le milieu urbain, rap, tu vois. Et il y avait beaucoup de rappeurs. Il y avait beaucoup de rappeurs. Et c'était un peu, je ne vais pas dire rare, mais on cherchait beaucoup plus, on cherchait quand même des gens capables d'apporter de la mélodie, mais tout en restant dans ce style-là, urbain, tu vois, un peu. Et je pense que c'est ce qu'il a remarqué. Moi, je me dis que c'est ce qu'il a remarqué dans le temps. Même moi, j'ai commencé par le rap dans le groupe, il faut le dire. J'ai commencé par le rap dans le groupe. On a fait un premier titre rap qu'on a présenté pendant les journées culturelles du CG Le Nokwe. Mais après, les gars me disaient, mais vas-y, chante. Quand tu fais le refrain, c'est bien. Donc, vas-y, chante. On va te laisser des couplets, des petits couplets mélodieux et que tu vas faire dans les sons. Donc, sur les morceaux qu'on lui a envoyés entre-temps, c'était des morceaux où je chantais, où j'apportais de la mélodie à tout l'ensemble. Donc, je pense que c'est ce qui a fait un peu C'était la période où il y avait Wilf Enigma. Voilà, ça allait venir. Parce que même quand je fais le point jusqu'à aujourd'hui, à part Wilf Enigma et toi, je pense qu'en grande voix urbaine, R&B, il y en a eu, mais qui ont percé à ce niveau-là. Il n'y a que vous deux, en fait, sur les 20 dernières années. C'est ça, en fait. C'est surtout ça. Et puis, il faut dire que c'était un modèle. C'était un modèle pour moi. À un moment, même ça a failli même devenir un piège. Parce que j'essayais de le copier. En fait, j'essayais de le copier. Mais justement, c'est là que la rencontre avec Bercher a été vraiment décisive et très, très bénéfique. Parce qu'il me disait, non, il faut que tu aies ta propre identité. Il faut que tu... faut que tu aies ta propre voix, qu'on puisse savoir telle voix c'est Nicanor, telle voix c'est Wilf Enigma et tout. Même beaucoup de chanteurs dans le groupe entre-temps chantaient pratiquement comme Wilf Enigma, tu vois un peu. Et c'était un gros piège parce que on nous associait
immédiatement Ouais. à cette grande voix de la musique. Et donc, voilà. Et je pense que c'est surtout ça qui l'a poussé à dire, écoute, tiens, si tu travailles ici, tu travailles ça, tu vas devenir comme lui, comme lui demain. Et puis voilà, tu auras quand même ta propre marque et tout. Donc, c'est ça. Oui, mais à cette période-là, tu es à l'université. Je pense vous vous débrouillez. Il n'y avait pas énormément de moyens. Mais comment vous vous débrouillez pour travailler, pour développer le studio? C'était quoi le processus? Il faut dire que c'est quelqu'un qui a cru en moi dès le départ. Et comme tu l'as dit, on se débrouillait beaucoup. Beaucoup, il n'y avait pas de moyens, on n'avait pas de budget et tout ça. Il fallait aller en studio. Il faut dire que pratiquement la première séance studio, le premier enregistrement qu'on avait fait, Féchitan, c'était lui qui avait, en tout cas, qui avait géré avec Meko Pro entre-temps. Moi, je suis juste allé chanter chez Meko. Et le jour-là, c'était la première fois que je chantais vraiment dans un studio pro. Parce qu'entre-temps, on travaillait dans les home studios, on faisait des prises à 5 000 francs, 10 000 francs, tu vois. Donc, c'était la première fois et puis c'était une belle ambiance. Et le jour-là, tout le monde m'a bien accueilli et Meko il disait, tiens, ça c'est un hit. Ça c'est un hit. Féchitan, c'était vibe, c'était vraiment. Il disait mais ça c'est un hit, c'est parti de là. Et je ne sais pas, sincèrement, je pourrais pas te dire comment il s'est arrangé avec Meko, je sais pas combien il lui a payé, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé après, c'est que on était tellement connectés, on travaillait avec le cœur, qu'on a eu la chance là de vite rencontrer un producteur juste après le morceau. Le morceau est passé à la radio. Lui, il travaillait à la radio, donc ça a permis que le morceau passe vite à la radio, Radio Univers. Et puis, on a rencontré un producteur dans la foulée qui a, cette fois-ci, racheté le projet, qui a dealé avec lui, qui a racheté le projet. Et ça vous a permis d'avoir des ressources pour travailler un peu plus... Donc, on a sorti le clip en 2013 avec le producteur. Et directement, ça sort... Qu'est-ce qui change après la sortie de Féchitan? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, j'étais sur le campus, j'allais au cours et voilà, il y a eu c'était le début du succès. C'était pas un succès onéreux encore, mais c'était un succès beaucoup plus. Ah, tiens, c'est toi qui as chanté, c'est toi qui as fait ce truc-là. Beaucoup de choses ont changé sur ce plan-là. Il fallait quand même protéger un peu l'image. J'avais pas encore un moyen de déplacement. J'allais à pied sur le campus et tout. Donc, il fallait prendre des précautions désormais, protéger un peu l'image et tout. Beaucoup de choses ont aussi changé à l'église, dans le groupe musical, parce qu'il faut dire que moi j'étais dans une église dont je vais taire le nom, un peu strict dans la doctrine et tout ça, et puis j'étais batteur à l'église, donc j'étais quand même quelqu'un sur qui il y avait les regards. Donc un clip où une fille sort de la piscine en bikini, les fesses et tout ça. Ils n'ont pas validé. Ils sont pas validés. Ça a changé à l'église. On m'a appelé, le comité de l'église m'a appelé. Frère Hervé, on vous a vu à la télé avec une musique païenne, tu vois. Vous ne pouvez plus toucher à la batterie. Ok. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est parti de là. Vous ne pouvez plus faire de la batterie. Au début, on m'a pas dit ça directement, mais je sentais. Mais après, on m'a dit bon, ça ne colle pas vraiment avec l'image. Vous ne pouvez plus faire la batterie. Donc, je venais à l'église, mais j'étais un peu en retrait. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais écoute, c'est quand même pas la grâce de Dieu que je fais ce truc. Ce talent, si je l'ai, c'est pas sans la main de Dieu. Donc, je me suis dit, bon, ok, je reste connecté à Dieu, même si ça ne va pas forcément dans les réalités de cette église-là. Je reste connecté à Dieu et puis je fais ma musique. Donc, moi, je suis parti de l'église. C'est de là que je suis vraiment parti de l'église, en fait. Et donc, ça a aussi changé sur ce plan-là. À part ça, professionnellement, c'était un départ, c'était un bon départ. Je suis rentré maintenant en maison de production. J'avais un studio à ma disposition et puis j'avais que pour boulot de produit du son. Qu'est-ce qui a aussi changé sur le plan des études? Ça m'a mis une pression. Parce que moi, j'étais dans une faculté, comme je t'ai dit, la FAST, où on avait besoin de ta présence. Je devais être présent
on appelait ça des travaux pratiques, ou TP, en laboratoire. Et je commençais pas à rater des travaux pratiques. Et ce qui commençait pas à jouer sur mes notes sur le campus. Ouais. Donc voilà, beaucoup de choses ont changé quand même. Mais le fait que tu parles du campus et de l'église, ça me fait penser à tes parents. Comment eux, ils ont vu ce succès-là? Est-ce qu'ils avaient des plans pour toi, comme la plupart de nos parents, quand tu allais à la fac et tout, tu as dit que tu vas faire de la chimie? Est-ce qu'ils avaient des plans? Comment ils ont réagi à tout ça? Oui, ma maman, elle m'a toujours soutenu dans la musique. Mais c'était parce qu'au début, c'était une musique chrétienne. Tu vois, j'étais à l'église, j'étais dans le groupe musical. Il y avait aussi un groupe de musique à l'église de jeunes avec qui on essayait de composer des mélodies. J'ai même participé à des concours dans ce sens-là. Elle voyait tout ce que je faisais de l'autre côté comme, voilà. Elle se disait, bon, c'est sûr qu'il va finir par devenir chanteur. Peut-être s'il veut vraiment faire de la musique, il va devenir chanteur. Mais quand je lui ai montré des morceaux qu'on avait eu à enregistrer avec des gars de l'école et tout ça, elle n'était pas vraiment contre. Mais moi, par contre, mon vieux, lui, c'est pas qu'il était contre de façon catégorique, mais lui il croyait pas vraiment à la musique, tu vois, artiste, pour lui c'était pas un travail, tu vois, un peu. Donc lui il avait des projets de voyage, surtout qu'il avait trouvé un projet pour moi, je devais voyager, c'était pas forcément dans le cadre de la chimie et tout ça, mais c'était une opportunité pour aller travailler, tu vois, un peu. Il s'est donné à fond pour ça et je devais voyager pour ça, mais après moi j'ai préféré aller signer un contrat de production. Ça crée une tension entre lui et moi. Bon, une tension dans le sens où il s'est dit, bon, écoute, tiens, moi je ne fais plus rien pour toi. Tu étais déjà sur le campus, tu as décidé de ne pas voyager. J'avais fait 3 mois de formation, développement personnel, anglais, un peu d'arabe, parce que j'allais dans un pays arabe. Et puis, il fallait aller faire la visite médicale pour voyager. Mais moi, j'ai préféré aller signer le contrat de production. Donc, il m'a dit, écoute, si la musique ne marche pas, tu te débrouilles. Moi, je ne veux plus rien savoir. Tu es sur le campus, je t'ai trouvé une sortie, une porte de sortie. Je ne dépense même plus dans tes études pour le moment, genre tu te débrouilles. Donc, il faut dire que après, le premier contrat n'a pas marché. Le premier contrat, ça n'a pas marché avec la première maison de production. Après la première année, on a arrêté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe je pense que c'était un problème de moyens ou de volonté du producteur et de vision surtout. Parce que beaucoup de personnes pensent que dans la musique, quand tu viens, en même temps, dès le premier succès, tu vas ramasser tout l'argent en même temps. C'est un truc qui se fait sur le long terme, en fait. Les investissements peuvent porter leurs fruits 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un peu d'impatience de son côté. On a même fait des morceaux avec lui qui ont pris après. Je donne l'exemple de Mavo Mavo, qui a été un morceau enregistré avec mon premier producteur, mais sorti sous ma deuxième maison de production. Un morceau qu'on est allé lui racheter, finalement, qui a explosé la carrière après. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, après la rupture, je suis revenu. Parce que j'ai échoué en première année sur le campus. Parce que j'étais tout le temps studio. Donc j'ai échoué, le contrat n'a pas marché. Je suis revenu, je ne pouvais rien dire à la maison. Genre, je ne pouvais pas demander de l'argent. Donc je suis reparti sur le campus. Je me suis... j'ai trouvé des trucs d'encadreur, répétiteur de maison avec des enfants de CI, C1 et une fille qui passait le BPC. Donc voilà, et que j'ai commencé par encadrer et j'ai eu un peu de sous pour les cours sur le campus. Et je suis allé en deuxième année avec une bourse. C'est ce qui m'a soulagé. Et donc je suis reparti en deuxième année avec une bourse. Donc j'avais l'argent de la bourse qui me permettait d'aller à l'école et puis qui me permettait aussi de ne pas trop dépendre des parents, tu vois un peu. Et c'est dans ça que j'ai rencontré la deuxième, que j'ai commencé l'aventure avec la deuxième maison de production qui est en fait c'était une maison de production mise sur pied par mon cousin. Pas mon cousin qui est aujourd'hui mon manager, Didier, qui était avec un autre ami à lui. Et ils ont dit, mais écoute, t'es bon, tu chantes bien. C'est vrai que ta première expérience n'a pas marché. Nous, on a un peu de sous, on ne se connaît pas en musique. On va mettre à ta disposition de l'argent. Tu vas repartir en studio et on va mettre une structure sur place qu'on va enregistrer normalement et tu vas reprendre la musique. Est-ce que c'est ça? J'ai dit oui, on y va, on va essayer ça pour voir. Et je leur disais, écoutez, il y a un morceau que j'ai enregistré là-bas. Il faut qu'on achète le morceau, là, on va le sortir.
Et ils ont dit. Mais avant ça, on a sorti Annie. Oui. Avec Challenge Productions. Oui. Le premier titre qu'ils ont produit, c'était Annie. Ok. Et donc, après ça, Annie a explosé, Ouais. meilleur espoir de la musique Ouais. et tout ça. Et c'est là, je leur ai dit, achetons le morceau là. Ouais. Il y avait l'assistant de Bercher, qui était Constantin, qui était là, Ouais. et qui croyait aussi en ce morceau-là. Ouais. Donc, on l'a acheté. Et puis on a sorti le morceau et puis résultat. Juste pour avoir une idée, je pense qu'il y a 10 ans qui sont passés depuis. À combien vous avez racheté ce morceau-là? Je te promets, je ne sais pas. Ok. Je ne sais plus aujourd'hui exactement à combien on l'a acheté parce que c'était un deal entre et le manager et la maison de production et mon ancien producteur. Ouais. Je ne me suis pas vraiment impliqué dedans. Ouais. Donc, mais on est allé le reprendre. Ok. Et je sais qu'ils ont payé quelque chose pour ça. Et puis on l'a sorti. Et aujourd'hui, quand tu regardes tout ça avec du recul et que tu repenses à ces premiers succès-là, si tu pouvais donner un conseil au Nicanor de cette époque-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Persévérance. Ouais. Tu doutais encore à cette période-là? J'ai eu un gros moment de doute. J'ai eu, surtout quand le premier contrat n'a pas marché, j'avais raté le voyage, le contrat n'a pas marché, j'ai échoué en première année. C'était un moment de doute complet. J'étais là, j'ai douté, grave. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas raté une opportunité? Et puis, c'était un gros moment de doute. Ouais, c'est normal. Par contre, il y avait une seule chose dont je ne doutais pas. C'était je le dis, hein, il faut croire en soi. C'était de mon talent. J'ai jamais douté de mon talent. J'ai jamais douté du fait que j'ai quelque chose de particulier. J'ai quelque chose de particulier qui m'habite, en fait. Et je me suis dit, c'est ça. Je pense que c'est même ça qui m'a permis après d'accepter la deuxième aventure. Je me suis dit, écoute, on dit ça en fond chez nous. Nous les gagnons, ouais, nos timons. C'est ce qui, c'est les projets porteurs de fruits qui commencent peut-être, tu vois un peu. Et donc, je me suis dit, tiens, vas-y. Si tu as encore une deuxième opportunité, vas-y. Mais avant de rencontrer des gens qui croyaient encore en moi, je suis passé par un long moment de doute. Ouais. Mais donc, conseil, persévérance, voilà, croire en soi et surtout, ne pas avoir de regrets. Parce que moi, je pense que le regret, c'est quelque chose qui en fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Malgré tout le regret, malgré tout, tu ne peux pas revenir changer ce qui est passé. Donc, tu peux peut-être tirer des leçons, mais le regret peut te détruire de l'intérieur. Tu vois, un peu, genre, ça peut te ronger. J'aurais pu, j'aurais dû. C'est des trucs que j'aime pas me dire. C'est passé, ok, ça j'ai mal fait. Ça, j'ai bien fait. J'ai compris. Et puis, j'avance. Ouais. C'est ça. Après, il y a un truc que je trouve fort par rapport à toi, c'est que, à tort ou à raison, selon ta volonté ou pas, tu t'es retrouvé au milieu de polémiques, de beaucoup de discours. Mais ce que je trouve fort, c'est que tu gardes le silence. On dirait que ça ne te perturbe pas. Comment tu arrives à prendre de la hauteur? Est-ce que ce soit face aux critiques, aux rumeurs, tu choisis le plus souvent le silence? Moi, j'ai compris un truc dans la vie, c'est que, en tout cas, moi, personnellement, je pense que nous avons tous notre histoire. Et personne ne peut juger, en vrai, ton chemin sans avoir essayé tes chaussures. Tu vois, sans avoir essayé tes chaussures, disons ça comme ça. Personne ne marche, quelqu'un qui n'a pas marché dans tes chaussures, il ne peut pas parler de ta vie, en réalité, il ne peut pas comprendre ta vie. C'est ça. Ouais. Je pense que si on demande l'avis de n'importe qui, chacun aura son avis à donner sur un sujet donné. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que toi, le principal concerné, ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu sais de ce que tu vis. Et moi, je ne donne pas du tout d'importance à ce que les gens pensent de moi, de ma vie, en fait. Parce que ce que les gens voient, c'est pas forcément la réalité. Ce que les gens pensent savoir, c'est pas forcément la réalité. Et donc, quand il y a des polémiques, quand il y a des histoires, quand il y a des trucs, il y a eu ça, oh, il fait ça, oh, il a fait ci, oh, ils ont dit ci, oh, il a fait ça, comment il a pu. Je fais fi de tout ça. Et nous sommes dans un milieu où, pas malheureusement, je dirais, nous sommes des personnes publiques et voilà, tout le monde pense te connaître.
Chacun a envie de donner son avis sur toi, sur ce que tu es, sur ta vie. Libre à tout le monde de donner son avis. Mais ce qui compte, c'est la vérité. Et comme moi, je connais la vérité, je préfère, je préfère m'en tenir qu'à ça. Je n'aime pas aller justifier quelque chose quelque part, dire que non, ça c'est faux. Ah non, ça s'est vraiment passé comme ça. Je n'aime pas trop faire ça. Donc voilà quoi. Ok, ben écoute, en tout cas, comme tu dis, les gens racontent beaucoup ton histoire à ta place. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut être vraiment solide mentalement pour pouvoir vivre avec ça, vivre avec ces regards. Des fois, tu vois des gens, tu sens même dans leurs yeux qu'ils pensent des choses, ils oseront jamais te dire. C'est ça qui est vraiment marrant. Et ok, écoute. Déjà, c'est quand tu donnes de l'importance à ce que les gens disent sur toi. Après, c'est là que ça commence pas t'affecter en fait. C'est quand tu permets aux gens d'arriver à te toucher mentalement. C'est là que ça t'atteint. Moi, c'est vrai, j'ai pris professionnellement parlant, il y a eu des situations qui ont eu des répercussions d'une manière ou d'une autre sur la vie professionnelle. Mais quand tu sais raison garder et quand tu sais que tu es en train d'aller ici, tu quittes ici pour ici, ça va. Sincèrement, ça va. Les polémiques, il y en a eu, il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est ce que tu es, qui tu es vraiment. Je pense que j'ai pris par les polémiques. Mais on est toujours debout, on est toujours là, on reste debout, on est là, on fait ce qu'on aime faire, c'est-à-dire la musique, toujours avec passion. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ne s'en tiennent qu'à ça. Des gens qui ne s'en tiennent qu'à ça. Il est un artiste, chanteur, il chante bien, j'écoute sa musique, j'aime sa musique, ça s'arrête là. Je pense que si on doit commencer par mettre à nu la vie privée de tout le monde, je pense qu'il y aura plein d'histoires. Donc c'est clair. C'est clair. Alors, je vais parler de 3 moments de ta carrière qui, je pense, sont marquants. Je pense 2017, tu es nominé, ou tu es nommé, je pense, c'est meilleure révélation. 2016, meilleur espoir. 2017, artiste de l'année. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ces 2 événements-là. Comment tu les vis? Meilleur espoir de la musique, c'était avec Annie. C'était le premier morceau avec la maison de production de mon cousin. C'était la reprise, comme je t'ai dit, après la rupture avec l'autre maison de production. Je sortais d'une phase de doute et tout ça. Et moi, je n'y croyais pas vraiment. Faut dire la vérité. J'étais avec quelqu'un qui aussi croyait beaucoup en ça, qui allait déposer la candidature pour le Bene Top 10. C'est la personne qui a fait le CD, qui a gravé les morceaux, qui allait déposer et tout. Et on a été nominé. On est allé à la soirée. Je connaissais personne là-bas. Donc, on a fait ils ont fait les trucs, la cérémonie, et puis voilà, meilleur espoir de la musique béninoise, 2016. Donc il faut dire que... Donc ça fait déjà 10 ans, tu te rends compte? Waouh. C'était un gros moment. Je pense que ça fait un déclic. Je me suis dit, écoute, tiens, quand même, ce qu'on fait là, c'est bien, et il y a des gens qui aiment ça, et il y a des gens qui commencent par reconnaître quand même ce qu'on fait. Et donc, c'était... un gros déclic aussi dans la carrière. C'est pour ça que j'ai fait la promesse d'être l'artiste de l'année qui allait suivre. Là, tu as pris goût. Tu t'es dit, il faut vraiment rentrer dans le game. C'était aussi dans une période où papa était malade. Et puis, c'était aussi une période difficile. Dans le sens où... financièrement, tu vois, un peu, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. Et c'était un truc qui venait pour me dire, genre, vas-y, tu peux y arriver. Si tu t'y donnes à fond, tu peux en faire un travail. Tu peux nourrir la famille avec. Tu peux avoir ta propre famille avec. Donc, et puis tu peux aussi, accomplir tes rêves avec. Et donc, vas-y à fond. Et donc, voilà. C'était une grande soirée. Ensuite, l'année qui a suivi, artiste de l'année, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Parce que c'est vraiment eu un gros succès. Un gros succès. Et puis, c'était comme comment je vais dire,
je vais pas dire un accomplissement, mais quand même, c'était comme Une confirmation que tu avais fait le bon choix. Exactement, Ouais. une confirmation. Et puis, voilà, quoi. Ensuite, il y a eu Konavab, où je voulais encore essayer. Je voulais essayer. Je me suis dit, écoute, tiens, vas-y. C'est vrai que c'était pas une compétition pour les artistes urbains. Ouais. Vas-y, essaye pour voir un peu ta popularité de façon nationale. Ouais. Parce que Konavab, c'était aussi une compétition où il fallait faire des matchs dans des localités, tu vois, un peu reculées et tout, avec des artistes de ces localités-là. Et puis on a fini deuxième aussi à la Konavab. Je me suis dit, c'est bien. Donc j'ai pris goût à ça. Ok. Alors, autre chose, j'en parlais tout à l'heure, Nikoche. Quand Nikoche sort, tu es dans quel état d'esprit? J'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu es en lévitation. Et puis, ne doivent pas, parce que ce qui s'est passé avec ce morceau, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que à chaque fois, on disait, tu peux pas avoir un autre plus gros succès. À chaque fois, on me disait ça. Il y a eu Annie. Il y a eu Annie. Ah, Annie. Est-ce que tu peux encore faire plus fort? J'ai dit, en fait, moi, j'ai toujours dit que la musique, que la musique, c'est chaque son a un esprit. Nous, tu en sais quelque chose. Les artistes, on va en studio pour produire un son, c'est une œuvre de l'esprit, tu vois un peu, et on met de l'énergie dedans. Mais ce que ce son devient, on n'a jamais la certitude. On n'a jamais, on ne peut jamais dire avec certitude que ça, c'est un hit, ça va sortir, tout le monde va aimer, c'est un gros son, tout le monde va aimer. Jamais. Moi, je sais vraiment raison garder. J'aime toutes mes chansons. Et quand ça sort, la réaction du public après, je me dis que c'est l'énergie, que c'est Dieu. Quand Nikoche est sorti, il y avait beaucoup de moi, genre ma personne dans Nikoche. Beaucoup de ma personne dans Nikoche. Parce que, comme je t'ai dit, papa venait de partir. Et c'était une période où j'en voulais encore. En fait, je me suis dit, écoute, là, maintenant, là, j'ai plus droit à l'échec. Il y a eu Mavo. Il y a eu Annie, il y a eu Mavo. Il y a eu des sons, il y a eu Vita Vie, il y a eu plein de trucs. Il y a eu des gros sons quand même. Je veux encore un son qui parle à tout le monde, où tout le monde se retrouve dedans. Mais un son qui parle surtout, qui vient vraiment du cœur. Nikoche est sorti, on a fait Nikoche. Mais il faut dire que, particulièrement avec ce son-là, je sentais quelque chose avant que le son même ne sorte. C'était une première fois où je sentais quand même quelque chose. Je me suis dit, mais ce son, ça a quelque chose. Et à chaque fois que je faisais écouter le son à quelqu'un, la première personne à qui j'ai fait écouter cette chanson, la personne a pleuré. C'était un grand monsieur. C'est un grand monsieur, pardon, il est toujours là. C'est un grand monsieur à qui j'ai fait écouter le son dans ma voiture ou sa voiture. Ma voiture, je pense. Et il a coulé des larmes. Il était assis derrière, il a coulé des larmes. C'était un grand monsieur. C'est un grand monsieur quand même. Il a coulé des larmes. Et j'ai senti qu'il y avait une énergie dans le son. Le son est sorti, le son a pris, les gens aimaient le son est parti dans tous les sens, partout. Le succès, on connaissait déjà le succès avant Nikoche. On connaissait déjà le succès. Je ne me suis pas pris la grosse tête avec ça. J'ai vu la main de Dieu. J'ai beaucoup vu quand même la main de Dieu dedans. Et j'ai surtout vu que qu'on peut encore en faire, qu'on peut encore avoir des succès, qu'on peut encore en avoir, qu'on peut encore en avoir. Donc, malheureusement, c'est rentré dans une période où on ne pouvait pas en même temps enchaîner avec le premier gros concert parce qu'il y avait eu le Covid, tu vois un peu. Donc, voilà quoi. Mais bon, après, ça va quoi. Au début, tu étais, disons, sous management. Tu regardais pas vraiment les chiffres, tu regardais pas vraiment tout ça. À quel moment tu as commencé à t'intéresser au business même et aux chiffres, à te dire, bon, là, je génère, je connais ma valeur et maintenant, il faut que je me vende. Parce que même quand je t'ai connu, tu n'étais pas du tout sur les chiffres, c'était vraiment l'artistique. Exactement. À quel moment tu t'es dit, bon, là, il faut regarder de ce côté-là. C'est ce que je te dis. Avec le temps, on apprend de ses expériences, on apprend du parcours. Et puis, on commence par comprendre beaucoup de choses qui étaient cachées. Et il faut dire que c'est quand je suis vraiment, vraiment passé
en production avec Asuka Music que j'ai compris que, mais écoute, tiens, il y a beaucoup de sous dans la musique. Il y a beaucoup d'argent dans la musique. Ne pensons pas que c'est... chez nous, ici au Bénin, on dit que l'artiste qui marche, peut-être c'est celui qui fait ce dont joue le son dans tous les bars. Mais en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est celui qui à la fin du trimestre, genre, quand il prend ses fiches, il prend de l'argent. En vrai, c'est ça. En vrai, je pense que c'est ça la réussite, vraiment, dans la musique. Mais après, t'as besoin aussi de marcher, genre de tourner. T'as besoin aussi de tourner. Donc, quand moi j'ai compris que il y avait beaucoup d'argent derrière. Mon premier album, il a été acheté. Quand avant de signer Asuka Music a acheté le premier album. C'est de là que j'ai compris que, mais tiens, si Asuka Music peut se mettre genre à table avec moi et me compter des millions, parce que j'ai enregistré pour acheter mes masters, pour prendre des droits sur mon album, me donner une avance sur la distribution. Je me dis, ok, tiens. Alors, j'ai commencé par me documenter, par me renseigner par rapport à ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent. Que ce soit dans la distribution, que ce soit dans les droits voisins, que ce soit dans les trucs de SACEM, que ce soit dans l'édition, que ce soit dans tout ça. Donc, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de sous. Et donc, j'ai commencé alors... C'est des trucs qu'on laissait passer. Qu'on laissait passer, sur lesquels on ne disait pas trop de trucs là. Donc, j'ai commencé alors par me... Aujourd'hui... on n'a pas forcément besoin d'aller chanter, vraiment d'aller à un concert. Tu génères suffisamment pour vivre de la musique. Je pense que c'est ce que les artistes d'autres plus grosses industries ont compris aujourd'hui. Envoyer du son, envoyer beaucoup de son et à la fin, prendre assez d'argent. Aujourd'hui, notre public n'est pas encore un public qui consomme de la musique en ligne, vraiment. Mais je pense que si chacun pouvait comprendre, si chaque artiste pouvait comprendre que c'est là le truc et éduquer son public à venir sur ce niveau, je pense que c'est pas seulement la vie des artistes qui va changer, mais c'est aussi l'industrie béninoise qui va entière, qui va aller vers le haut. Exactement. Et même le public aura des stars à la hauteur, genre, qu'ils espèrent, tu vois un peu, qu'ils espèrent. Parce que le public aujourd'hui veut avoir des artistes, comme Wizkid, comme Davido, mais le public ne sait pas que le secret, bien la clé de ce succès-là est dans sa main en fait. Exactement. C'est à eux d'aller donner cette notoriété-là, cette grandeur-là à ces artistes-là. Parce que plus vous allez streamer, plus vos artistes vont rentrer dans des playlists éditoriales, vont prendre de la valeur sur le marché, vont rentrer dans des classements et puis vont générer tout ce qu'on génère, la majorité de ce qu'on génère, on réinvestit dans la carrière. On le réinvestit dans la carrière. Donc, ça va donner une certaine exposition. Donc, je pense que le secret est là, en fait, aujourd'hui. Et on travaille pour ça. Alors, aujourd'hui, je pense que ça te fait une quinzaine d'années de carrière. 13 ans. Si je compte de 2013 à aujourd'hui, ça fait 13 ans. Tu as eu, disons, la plus haute distinction qu'on peut avoir dans la musique béninoise aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive encore ? Aujourd'hui, comme tu dis, après Annie, après Manvo, tu en voulais encore et il y a eu une coachée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours cette dalle-là ou dans quelle position tu es aujourd'hui ? J'ai toujours la faim d'aller de l'avant, cette envie d'aller de l'avant. On a eu des titres qui ont marché aussi. Après, on a eu Bizarre, on a eu Joli, on continue d'avoir des sons qui marchent. Par contre, il faut dire aujourd'hui que c'est beaucoup plus stratégique pour moi. C'est beaucoup plus stratégique dans le sens où je ne recherche plus forcément les mêmes choses que je recherchais il y a 5 ans, tu vois, il y a 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches ? Je recherche beaucoup plus la qualité. Aujourd'hui, je recherche la qualité. Je recherche le positionnement. Je ne recherche pas forcément ce qui va faire l'unanimité forcément ici. Je ne recherche plus forcément ce qui va faire le son que je vais sortir qui va marcher seulement ici à Cotonou. Je recherche la qualité. Je suis dans une position aujourd'hui où je peux me permettre d'essayer de nouveaux trucs. Je sais pas comment expliquer. Je peux me permettre aujourd'hui de dire, écoute,
je n'ai plus les mêmes besoins qu'avant, où j'avais besoin de sortir un son. Il faut qu'on joue mes sons dans les bars. Il faut que tu sois sur scène tous il les faut que je jours. sois sur scène tous les jours. Ouais, ça. Aujourd'hui, je peux me permettre de refuser des prestations et de dire, je suis en studio, je suis en train de travailler sur une nouvelle DA. Ouais. Donc, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je me permets aujourd'hui de travailler sur une nouvelle DA. On a un album qui est fini, en tout cas le premier tome, qu'on a proposé à une maison de disques qui est en train de l'acheter actuellement. Ok. Qui est en train de l'acheter. Et c'est parce qu'on a essayé de nouveaux trucs qui ne sont pas forcément des choses qui vont accrocher. Je dis qu'ils vont accrocher dès la première écoute. Ici. Ouais. Mais on voudrait éduquer le public de Nicanor à commencer par s'accrocher à ça. On a essayé de rapprocher, de partir petit à petit de là où on était vers là-bas, mais pas d'y aller brusquement. D'où des titres comme... je vais te donner un exemple, des titres comme même Bizarre. Même Bizarre. Des titres comme Bizarre qui ne sont pas forcément à la base Nicanor. Nicanor chantait Love ou bien Nicanor chantait Enfant. Des titres comme Veux-tu m'épouser ou des titres comme Dieu dort pas. Tu vois un peu sur le dernier EP là. Qui sont des titres qui ne sont pas encore allés complètement vers la nouvelle direction artistique, mais qui ont commencé par bouger un peu. Que des gens qui te suivent puissent y aller progressivement. Tu les prends par la main, tu les emmènes vers là où tu veux aller. Avec moi. Pardon. Ce n'est pas forcément des titres qu'on va jouer aujourd'hui systématiquement, comme dans les bars, partout, en même temps, qui vont prendre en même temps. Mais c'est des titres qui sont un peu plus, comment je vais dire, étudiés et travaillés. Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui. C'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui. Par contre, on voudrait que ces titres-là deviennent des gros titres qui vont devenir populaires quand même, ici aussi. Parce que, comme je l'ai dit, on a besoin de tourner. On a besoin de tourner. Et donc, c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Je me permets d'aller sur des prods sur lesquels je n'allais pas du tout. Parce qu'on disait, non, c'est pas ton public, ça va pas plaire à ton public. Mais aujourd'hui, je veux aller sur la musique de Nicanor qui va plaire au public de Nicanor. C'est pas la musique qui va plaire au public. Donc aujourd'hui, tu prends le temps de travailler plus, et comme tu dis, tu es plus stratégique. Mais exactement. Comment tu travailles aujourd'hui en studio? Aujourd'hui, je demande à Constat de me faire des propositions qui n'ont rien à voir. Toujours Constat? Toujours. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait moi. Quand je trouve la connexion avec quelqu'un, je reste avec la personne. Je reste avec la personne depuis le début, c'était Constat. On a eu des moments où on s'est embrouillé avec Constat, mais on a toujours compris que on veut travailler ensemble. Et que ça fonctionne ensemble. Donc je suis resté avec lui. Mon manager aujourd'hui, c'est mon ancien producteur Didier, il y avait la connexion depuis Challenge Production, donc il est toujours là. Même, c'est comme je dis, j'ai pas de problème aussi avec Bercher aujourd'hui. Même s'il faut aller sur un projet aujourd'hui avec Bercher, je repartirai sur un projet avec Bercher. Donc c'est pour aujourd'hui, je travaille, pour revenir à ta question, avec Constat, on est constamment à la recherche de quelque chose de nouveau. On construit des sons qu'on reprend. Je lui demande exprès d'écouter beaucoup un certain type de musique et de me proposer des choses qui vont dans ce sens. Je pense que quand le premier tome de Guérir Poète va sortir, les gens vont se poser beaucoup de questions. Ils vont se dire, mais ça va faire un déclic. Est-ce que c'est pas Nicanor? C'est pas Nicanor qu'on connaissait. Je ne dis pas forcément que ils vont aimer en même temps. Mais ils doivent se dire que ce n'est pas Nicanor qu'on connaissait. En fait, c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui. On fait beaucoup plus des sections sur plusieurs jours. Avant, on allait travailler, je venais en studio, je posais, on travaillait une journée, je rentrais. Mais aujourd'hui, on fait de vraies sections, on fait des séminaires. On fait des séminaires aujourd'hui. Quand ça vient, on reste dans un appartement, on loue quelque part, ou même à la maison. Et puis, on reste là pendant au moins une semaine. À créer que de la musique. On crée que de la musique et on compose ensemble, on écrit ensemble et on recherche quelque chose ensemble. On ne fait plus dans écoute cette prod là, ça va vraiment avec ta direction artistique, fais un truc sur ça, un truc vous avez grandi ensemble voilà, en fait. c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et on s'autocritique beaucoup. On s'autocritique mais énormément. On s'autocritique. C'est ce qui me plaît. En fait, c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans cette nouvelle étape. C'est ce qui me donne envie de continuer. Parce que je pense qu'à un moment, comme tu l'as dit, c'est vrai, quand tu arrives à un certain niveau, tu satures et tu te dis, ça va.
Mais quand tu as un nouveau défi, c'est-à-dire repousser tes propres limites, ça te donne envie d'aller de l'avant. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, je sais qu'on a eu, enfin, au Bénin, il y a eu beaucoup cette discussion de l'international. Aujourd'hui, comment tu te positionnes? Est-ce que c'est cet international-là que tu cherches avec cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche? Oui, mais oui, un peu modéré. Ouais. Je ne suis pas complètement axé genre, sur l'international jusqu'au point d'abandonner complètement ma fanbase. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de les entraîner un peu avec moi, petit à petit. Sauf prétention, genre sauf fausse modestie, ou, je ne sais pas si c'est comme ça on le dit. On connaît le type de chanson, le type de musique qu'on va sortir aujourd'hui, qui va marcher au Bénin. On le sait. On sait dans quelle thématique on va chanter pour toucher le cœur des mamans qui sont au marché, des émidiamans, de tout le monde, et qui va devenir une chanson comme Inikoche. On connaît ce truc, mais ce truc n'est pas... On a compris que, tellement on l'a essayé, on a compris que ce n'est pas... Je ne sais pas si le mot existe, un catalogable. je vais le dire. On n'arrive pas à cataloguer ce truc-là, à le mettre dans une certaine case. Parce qu'on a travaillé avec des maisons de distribution qui n'ont pas pu mettre notre musique genre avec d'autres musiques au niveau des playlists éditoriales. Et donc, on a compris que, OK, il y a un problème au niveau de notre musique à nous qui empêche cela. La dernière fois, quand on a sorti Rayon de soleil avec Kiko, très belle chanson. En même temps, c'est rentré dans la playlist Afro R&B ou Afro Love sur Spotify. Ça a été catalogué directement et c'est rentré avec les autres types de musique. Quelque chose qu'on essayait depuis des années. Donc, c'est dit, OK, tiens, si on arrive à changer la musique et à entraîner quand même un peu le public avec nous, le public viendra avec nous et comprendra que c'est ça qui marche. Et ça qui pourra nous exposer un peu à l'international. Et depuis l'international, les gens vont voir que quand même on a du monde derrière qui nous suit en fait. C'est important. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On est tourné vers l'international surtout parce qu'on a besoin de se retrouver dans ces trucs-là. Parce que, qu'on le veut ou non, aujourd'hui, c'est des catalogues. Aujourd'hui, sur ces plateformes-là, si on ne sait pas là où on va te mettre, on va te foutre dans variété. Si on ne sait pas là où on va te mettre, si on n'arrive pas à te cataloguer, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Et pour ça, qu'on le veuille ou non, malgré tout l'amour qu'on a beau avoir pour la musique, de la musique de chez nous, pour tout, on est obligé de rajouter des... On te dit que là-bas, c'est comme ça que le truc marche. Les gens, ils sont carrés sur ça. T'as beau avoir le succès, le gros succès ici au Bénin et tout. Si tu n'arrives pas à rajouter quand même, à faire un mélange, à rajouter un peu de ce truc-là dont ils ont besoin, ils ne vont pas te mettre dans ces trucs-là. Donc, et il y a des conversations dans lesquelles tu ne pourras pas aller, il y a des marchés auxquels tu ne pourras pas prétendre. Exactement. Et c'est clair. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait cette discussion parce que toi, tu fais partie des têtes d'affiche de cette génération-là. Et je pense que ce sont des vraies problématiques de la musique et qu'il faut que les artistes comprennent ça, au-delà même du public. Il faut que les artistes comprennent ça et appliquent ça pour que le public puisse suivre, en fait. Parce que s'il n'y en a qu'un seul qui fait ça, ça peut marcher pour lui, mais c'est dommage pour tout le reste du game. Et je pense que c'est un truc qui te pompe. Et qui te demande, c'est surtout pour ça qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas prendre le risque. C'est ça peut peut-être te donner l'impression de ralentir un peu au pays. Ça peut te donner cette impression-là de ralentir quand même, de sentir. Parce qu'en même temps que toi, tu es en train de faire ça, il y en a qui sont à leur début, qui ont besoin quand même de former le fanbase d'abord ici, et qui servent de la musique un peu populaire, tu vois, un peu. Donc, toi, il y a 10 ans. Voilà, exactement. Donc, toi, il y a 10 ans. Tu ne vas pas te comparer en même temps à eux pour dire que, non, il faut que... Si tu fais ça, tu vas rater l'objectif, en fait. Donc, en même temps, moi, je peux comprendre certains artistes qui sont dans une vision de développement aujourd'hui, ou bien qui sont peut-être dans une vision où ils ne veulent pas prendre des risques. Parce que c'est un risque. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un gros risque. Moi, j'étais à un séminaire de Warner à Abidjan où j'ai travaillé pendant une semaine avec des artistes nigérians, ghanéens, français. Et c'est là que j'ai compris que, mais merde, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille beaucoup. Il faut qu'on travaille bien. De la bonne manière surtout. De la bonne manière surtout. Exactement. Et
j'ai appris beaucoup de choses dans cette période-là. Pendant ces une semaine-là à Abidjan, je me suis dit, écoute, tiens, on a de la musique, on a de la très bonne musique ici au Bénin. On en a même de très bonne musique ici au Bénin. Mais c'est une musique qui manque. On dit que les Ivoiriens ont créé du coupé décalé et qu'ils en ont fait une musique internationale et tout. Disons la vérité, le coupé décalé aujourd'hui n'est fait que par les Ivoiriens. Elle reste une musique aujourd'hui exposée peut-être à l'international parce qu'ils ont une grosse communauté et puis mais elle restera toujours une musique africaine ivoirienne. Mais quand tu prends de l'afrobeat aujourd'hui, ce n'est pas une musique qui est restée, comment je dis, qu'au Nigeria. C'est pas local. C'est pas seulement local. C'est une musique aujourd'hui qui contient peut-être des sonorités. Tu vas y trouver des sonorités béninoises, tu vas y trouver des sonorités nigérianes. Mais c'est une musique aujourd'hui qui est devenue une musique où sur les plateformes, tu vas retrouver des Français le faire, tu vas retrouver des Américains le faire, tu vas retrouver... Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel type de musique ici au Bénin, mais tant qu'on ne lui apporte pas une touche pour que ça devienne... pour que cette musique devienne une musique à rentrer dans les cases internationales, elle restera une très bonne musique qui va peut-être marcher ici, qui va peut-être marcher auprès de la communauté béninoise internationale, qui peut-être sera une musique découverte quand on va la jouer peut-être une fois parce que l'artiste est passé sur RFI ou bien sûr une chaîne internationale, qui sera jouée peut-être avec des frais, tu donnes de l'argent, on va jouer ça à l'international, jouer ça. Mais est-ce que ça va devenir une musique internationalement jouée, qui sera une musique internationalement écoutée? Parce que tu peux passer sur une chaîne internationale pendant une période parce que tu as donné de l'argent pour ta communication. Ça ne veut pas dire que de la musique que tu es en train de faire est aujourd'hui une musique consommée à l'international. Il y a une différence entre passer sur des chaînes, qu'on parle de toi sur des chaînes internationales, entre ça et que tu es à la maison, tu ne demandes pas, on t'invite sur un certain festival ou bien sur des plateformes, quand on écoute les musiques qui marchent aujourd'hui dans le monde, qu'on puisse voir ta musique dedans. Il n'y a pas cette musique-là aujourd'hui béninoise qui se retrouve là-bas. C'est très rare même de trouver une musique africaine à laquelle on ne donne pas une connotation, une étiquette africaine. Genre, quand tu prends le Cameroun, on dit ils ont Bikouti, c'est ça, non? Bikouti. Voilà, ils ont ça. Mais même à l'international, c'est toujours étiqueté africaine, variété africaine du Cameroun, tu vois un peu. Même chose pour le coupé décalé. Mais quand tu prends aujourd'hui l'afrobeat, quand tu prends aujourd'hui l'amapiano, on va pas te dire que c'est une musique, ghanéenne ou nigériane. C'est devenu une musique que tout le monde peut faire et qui a sa place. Tu vois, ce qui a sa case dans laquelle on peut pousser ça. Donc, tu vois un peu, il y a pas une case dans laquelle on peut pousser les autres musiques sans que ça ne soit une case vraiment à part, créée pour ça. Tu vois, aujourd'hui, tu vas sur ces plateformes, tu vas voir 229 vibes. C'est un peu de la variété béninoise. Tu vois un peu, c'est un mélange de tout ce qui est, c'est pas vraiment un rythme. Tu vois un peu, c'est un mélange de tout ça. Non, c'est bien que, en tout cas, comme je disais, ça me fait plaisir d'avoir cette discussion-là. Je pense que tous ceux qui travaillent dans la musique, tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui font carrière vont beaucoup aimer cette partie de la discussion-là. On est obligé de s'ouvrir aujourd'hui sur le monde, de quand même garder, de prendre un peu de ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas tout leur apprendre. Parce qu'ils ont la clé du truc, ils ont déjà la clé, ils ont déjà le truc, ça marche comme ça. Si on veut aller leur montrer ce qu'on a l'habitude de faire, vraiment. C'est eux qui ont le marché. C'est eux qui ont le marché. En fait, le marché, là, on va vendre les choses, où on va prendre l'argent, c'est là-bas. Il y a de cela... Il y a de cela 5 ans, l'afrobeat ne sonnait pas de la même façon. Oui, exactement. Et ça évolue tellement vite. Ça évolue tellement vite parce qu'ils ont compris que pour suivre le rythme, pour rester vraiment dans la tendance, pour rester dans les cases, il faut que ça évolue en même temps. Parce que si ça reste trop comme ça, constant, ça risque de devenir une couleur que africaine. Aujourd'hui, quand tu écoutes Wizkid faire de l'afrobeat, tu as comme l'impression que c'est de l'afro-soul. C'est ça, c'est sophistiqué. C'est sophistiqué.
les Américains s'y retrouvent. Voilà, donc d'où les collaborations avec des artistes américains et tout. On a rendu l'afrobeat accessible aux Américains. On a rendu l'afrobeat. Aujourd'hui, si un artiste nigérian comme Omale qui vit, qui se produit en France, dis-toi que c'est parce que des Français se retrouvent dans le type de musique qu'Omale fait aujourd'hui. C'est pas de l'ancien afrobeat qu'il fait. Voilà. Donc voilà, il a apporté une touche française à son afrobeat. Voilà. Et ça me permet d'aller sur la question d'après. On est bientôt à la fin de l'entretien. Quel héritage tu aimerais laisser aux artistes qui arrivent après toi? Moi, je pense que l'héritage sera surtout sur notre parcours. Pas un héritage forcément en termes de... On va vous laisser un type de musique que vous allez reprendre. Mais l'héritage sera sur le fait... quand ils vont étudier notre parcours, ils vont comprendre qu'on a une vision. Une vision sur le long terme. Moi, je voudrais que les artistes aient cette vision-là, une vision sur le long terme. C'est ce que moi, je pense laisser. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais faire un type de musique qui sera l'héritage que je vais laisser aux artistes béninois. Ils vont prendre par là demain. On a eu tellement de musiques qui nous ont été laissées, qui nous ont été comment je dis voilà, laissées par les anciens, entre griffes. Bon, j'aime pas trop utiliser ce thème-là, pas des artistes avant nous, qui forcément n'ont pas connu le succès genre dans le temps. Mais je pense que ce qu'on doit laisser aujourd'hui, c'est l'envie. Il faut que les gens se disent que cet artiste-là, il a creusé ça jusqu'à ce niveau. On va aussi essayer de creuser ça un peu plus pour voir ce que ça donne. Il était à la recherche de quelque chose. Il cherchait quelque chose. Le problème de rythme ne se pose pas vraiment. Le problème de rythme, de musique, il faut qu'on fasse notre musique, ne se pose pas. Identitaire. Pour moi, moi personnellement, ça ne se pose pas vraiment. S'il y a des artistes qui veulent le faire, c'est vraiment à encourager. C'est vraiment à encourager. Mais c'est pas ça le frein. Le vrai frein de notre musique au Bénin. C'est pas parce que on n'a pas notre propre musique qu'on ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. C'est surtout s'ouvrir sur le monde. C'est surtout s'ouvrir sur le monde en drainant avec nous notre public. Notre public consomme de la musique internationale. Il faut qu'on se dise la vérité. Clairement. Dans les clubs, dans les clubs, les même week-ends. quand certains artistes sortent, quand des artistes ivoiriens sortent, des fois dans les classements, tu vois que le Bénin fait partie des pays où ils sont en top. Exactement. Donc le public consomme. Le public consomme de la musique trap aujourd'hui, rap. Quand tu prends Imra aujourd'hui, il est dans les tops. Apple au Bénin, il est toujours dans les tops. Et tout ça parce que les Béninois l'écoutent. Voilà. Et donc le public est beaucoup plus tourné vers ce type de musique là aujourd'hui. Et donc si nous-mêmes on veut rentrer dans ce type de classement là, on est obligé quand même de faire un peu ce type de musique. Si on veut, on l'associe avec notre musique, on le mélange avec notre musique et puis on y va avec. Donc moi je pense que l'héritage sera ça. L'héritage sera cette volonté-là d'aller un peu plus loin. Après, ça dépend. Ça dépend de ce que chacun prend. Un rythme. Peut-être qu'en cherchant, on va tomber sur quelque chose et puis ça va partir. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, on est à la fin de cet entretien. Comme je disais, on a parlé d'ascension, on a parlé de succès, on a parlé des épreuves, on a parlé du futur. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que Nicanor de 2026 est heureux? Je suis très heureux. J'ai aucun doute par rapport à ça. Mais je ne suis pas dans une position de satisfaction. Je suis heureux parce que je continue de faire ce que j'aime. Je continue de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire la musique. La musique, je suis toujours aujourd'hui, je suis content et reconnaissant d'être toujours à chaque fois enthousiaste quand je suis en train de produire, quand je suis en studio, quand je suis en train d'écrire. Je remercie Dieu d'avoir encore l'inspiration. Donc, si j'étais pas heureux, je pense que il y a beaucoup de choses qui auraient changé. Parfois, quand c'est sad, quand c'est bad, tu vois,
t'es pas connecté au truc, Ouais. tu vois, un peu. Aujourd'hui, je sens que je suis toujours productif, donc je suis heureux. J'ai des enfants, j'ai une famille qui me soutient, et voilà, qui me donne beaucoup d'amour et tout. Mais j'en veux encore plus. Je veux aller un peu plus loin. Ouais. Je veux aller un peu plus loin. Et voilà, quoi. J'ai pas de regrets. Ouais. Sincèrement, j'en ai pas. J'ai pas de regrets. J'ai beaucoup plus des expériences. Ouais. J'ai beaucoup plus des expériences par rapport à certaines choses, voilà, d'autres qu'on n'a pas évoquées, d'autres qu'on a évoquées. Et puis, voilà, je suis reconnaissant. Quand je vois le parcours jusqu'ici, je reste vraiment reconnaissant. Et voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Non, ça va. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Je ne sais pas s'il y a une question. Ça va. Non, on a parlé de l'essentiel. On a parlé de C'est l'essentiel, ça. exactement. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir et d'avoir Toujours. cette conversation avec Toujours. toi qui est très riche. Toujours. Et bah, je te souhaite le meilleur. Hein. Merci. Le meilleur pour la suite. Merci. Et tu fais partie, je tiens à le dire, tu fais partie des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime. On a eu Merci. une collaboration. Exactement. Ça reste l'une des chansons que j'aime, que j'écoute toujours Ouais. jusqu'à aujourd'hui dans ma playlist. Et comme je le dis, j'ai beaucoup d'estime pour toi en tant que personne déjà et en tant que artiste. Merci. En tant qu'artiste, parce que tu es un vrai artiste. C'est pas parce que je suis seulement Ouais. en face de toi que je le dis, mais gars, ça, je dis toujours, tu es un artiste. Et j'ai partagé quelque chose avec toi en studio. Ouais. Et j'ai partagé aussi des scènes avec toi. Ouais. Et j'ai partagé des projets avec toi. On s'est retrouvés dans plein de trucs. Et tu es un grand homme. Franchement, Merci, t'es un merci grand mon homme. frère. Merci. Et toi aussi. Et c'est toujours un plaisir de te Toujours, retrouver. toujours. Et puis, bah, d'ici là, Inch'Allah, on se retrouvera encore sur d'autres projets. Ce sera toujours avec plaisir. Super. Et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Merci. Merci Allez. beaucoup. Merci.